Bonjour Paul Trouillas, merci de nous donner votre temps aujourd'hui pour faire un débriefing pour les lecteurs et les auditeurs de François. Vous avez été professeur de médecine, neurologue, vous êtes aussi un iconoclaste, on va dire, dans le monde de la médecine, puisque vous êtes aussi philosophe. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler avec vous de votre vision un petit peu de la crise et de la médecine, y compris des divers traitements. Et vous nous parlerez plus particulièrement de quelque chose qui vous tient à cœur au sujet d'un des traitements qui a été celui qui a été réservé à nos aînés, au Rivotril. Peut-être que ça serait bien que vous commenciez par vous présenter un petit peu, parce que je pense que quelqu'un de votre expérience, c'est bien mieux que ce soit vous qui vous présentiez que moi, je ne vous ferai pas justice. Écoutez, d'abord, je suis un médecin avec une grosse expérience. Je suis bac plus 60 en médecine et en neurologie. Je suis entré dans les hôpitaux à 22 ans, j'en ai maintenant à 78, donc vous voyez, c'est très, très considérable. Euh, En médecine, je me suis toujours orienté vers des maladies lourdes. D'abord les tumeurs cérébrales, ensuite des pathologies invalidantes comme la maladie de Friedreich, où j'ai eu l'honneur de, disons, favoriser la découverte du gène. Et puis ensuite, j'ai pris conscience du problème terrible des AVC. J'ai fondé en 1990 le service d'urgence des AVC de Lyon, qui n'existait pas. Et puis, j'ai créé le service d'urgence, d'ailleurs de façon bénévole, pendant 10 ans, du bassin de santé du Rhône, bassin sanitaire du Rhône. Vous voyez, donc, une médecine très lourde. Et puis, je m'occupe maintenant des formes les plus graves neurologiques de la maladie de Lyme. Je dois dire que derrière cette action, qui m'a conduit d'une neurologie classique vers la neurologie d'urgence, il y a, disons, une armature philosophique. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un philosophe est iconoclaste en médecine. Vous voyez, il y a d'abord de très grands médecins qui ont été philosophes, particulièrement à Avicenne, n'est-ce pas? Vous avez Locke en Angleterre, qui était médecin, un philosophe. Donc, il y a, en réalité, même derrière Hippocrate, vous avez une armature philosophique énorme. Et disons que le miracle grec médical est également un miracle philosophique, comme vous le savez. Et donc, je suis de la génération des Kouchner, de tous ces gens des French doctors. Si vous voulez. D'une certaine façon, je suis un French professeur, un French docteur, disons, aux prises avec des maladies très importantes. Alors, naturellement, le COVID est arrivé. Et il m'est apparu évidemment que c'était une pathologie très lourde. Hein. Il y a 2 morts dans mon immeuble. Et se posait évidemment le problème, d'abord philosophique, de s'occuper des gens, hein, d'être dans une société morale, démocratique. Puis le problème très concret d'attaquer cette maladie sur un plan thérapeutique et préventif. Alors, mon attention a d'abord été tournée vers le plaquenil. Je crois moi-même avoir fait le Covid. J'ai trouvé comme seul traitement le plaquenil qui m'a soulagé beaucoup. Donc, j'ai fait l'expérience personnelle en réalité de l'efficacité. Donc, je me suis immédiatement trouvé en harmonie avec le professeur Raoult, dont j'ai suivi les travaux, que j'ai soutenus constamment. Et lorsque j'ai vu que les décrets de mars, le décret de mars 2020 interdisaient le plaquenil, j'ai fait une première action judiciaire pour faire lever l'interdiction du plaquenil. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on avait là un traitement. Nous savons maintenant, nous savons, après les polémiques épouvantables qu'il y a eu, les mensonges inimaginables, nationaux et internationaux, en particulier l'article faussaire du Lancet, nous savons maintenant, avec ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse sur 5557 malades qui était faite par l'ADAPO aux États-Unis, nous savons que le plaquenil prévient 25% de morts et d'hospitalisation. C'est-à-dire que lorsqu'on ne donne pas le plaquenil, on enlève aux gens 25% de chance.
de mort et d'hospitalisation. Vous voyez que c'est très considérable. Et maintenant, nous avons une base scientifique très solide pour savoir que le plaquenil est actif. Et les gens qui ont refusé m'ont référé au Conseil d'État sont en réalité moralement responsables de la poursuite de ce déficit de chance des patients, n'est-ce pas? Et il ne faut pas croire. Juste pour préciser pour nos lecteurs, cette procédure, vous l'avez faite quand et auprès de quel tribunal? Je l'ai fait en avril au Conseil d'État. Donc, ce type de procédure comporte un référé et une action au fond. Le référé, il était évidemment très important pour libérer le plaquenil sur l'ensemble de la France et pour faire des médecins une espèce d'armée active, hein, alors qu'elle a été transformée disons, d'armée l'arme au pied passive. Bon, donc en référé, je n'ai pas pu obtenir, nous n'avons pas pu obtenir avec notre avocat la suspension du décret, la libération du plaquenil. Mais l'action se poursuit au fond. Et si par malheur la réponse était négative, nous poursuivrons en Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Donc ça, c'est la première procédure que nous avons lancée avec mon avocat. Et quand vous parlez des médecins, vous parlez en fin de compte de donner l'attirail aux médecins de ville, en fait. Ça revient à... Naturellement, vous aviez en mars, avril et mai, vous avez cette immense armée de tous les praticiens qui pouvaient donner le plaquenil, qui, on le sait maintenant, pouvaient donner 25% de chance de plus de survie et de non-hospitalisation. Cette immense armée pouvait, comme en Allemagne, comme ça a été fait en Allemagne. Il ne faut pas oublier que en Allemagne, le plaquenil est libre et que les Allemands ont une doctrine d'abord soigner. C'est quand même merveilleux dans ce grand pays démocratique qui, naguère, autrefois, a failli sur le plan moral, et bien que maintenant ce pays, qui est aussi le pays de Kant, est un pays qui a une très forte armature morale et puis une tradition hippocratique disons, extrêmement dynamique et qui soigne. Voilà. Donc, ils ont quand même 4 fois moins de morts que nous. Hein, 52 000 et eux, ils sont autour de 12 000, 13 000. Si jamais je peux me permettre, quand vous parlez de plaquenil, vous parlez juste du plaquenil ou vous parlez de la bithérapie ou trithérapie qui inclut, on va dire, les macrolides? L'étude l'ADAPO de 30 octobre 2020 démontre que c'est le plaquenil qui est axial, et que même à la dose de 2 comprimés, il est préventif. C'est lui qui est préventif à 25% de mort et d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'on aurait donné le plaquenil dans les EHPAD, par exemple. Hein. Il y a à peu près la protection formidable que ça pouvait faire. Hein. Donc, déjà, on a enlevé des chances au peuple français et particulièrement aux gens âgés. Un point fondamental. Il faudra que cette responsabilité soit soldée un jour. Hein. Et donc, tous les mensonges qui ont été dits sur la télévision, c'est insupportable vu ce qu'on sait maintenant. Alors, mon attention a été attirée très vite aussi donc, sur le fait que non seulement on ne soignait pas, mais on donnait la mort. On donnait la mort de façon organisée via d'abord des obstructions à l'hospitalisation pour les personnes âgées, c'est-à-dire qu'on avait des directives ministérielles qui demandaient qu'on ne mette pas les gens âgés à l'hôpital, alors que des lits privés, on n'a jamais pensé ça, que les lits privés pouvaient s'ouvrir en médecine pour prendre ces gens âgés. Donc, ces gens âgés se trouvaient en quelque sorte déportés eux-mêmes à l'intérieur de leurs EHPAD, n'est-ce pas? Et donc, non seulement non traités, mais séquestrés. Mais pas seulement séquestrés, parce que les décrets du 19 avril et de mai 2020 autorisaient la prescription libre, hors AMM, de Rivotril. Or, qu'est-ce que c'est que le Rivotril? Il est justement contre-indiqué formellement dans l'AMM. Pourquoi? Parce que c'est un poison respiratoire. C'est un poison respiratoire. Et deuxièmement, c'est un poison respiratoire qui, toujours hors AMM, est utilisé pour la sédation continue jusqu'au décès, selon des directives de l'association des médecins palliatifs. Donc, si vous voulez, on a immédiatement, dans ces décrets,
brancher le trouble respiratoire sur le décès. On soigne le trouble respiratoire par un poison respiratoire qui provoque le décès. Et vous avez seulement, dans le décret de mars et de mai, vous avez seulement la mention palliatif dans une phrase. L'autre motif de prescription du Rivotril, c'est la dyspnée, c'est-à-dire le trouble respiratoire. Donc on soigne le trouble respiratoire par la mort. C'est absolument surréaliste, c'est délirant, c'est totalement immoral et c'est totalement délictueux au regard de la loi. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire que certains de nos aînés, il y a eu une rupture d'égalité par rapport aux autres puisqu'ils n'ont pas été admis à l'hôpital, quelque part. Et dans un deuxième temps, c'est que les autorités sanitaires, en promulguant ce décret, en prenant ce décret, ont empêché, on va dire, que nos aînés soient soignés au travers de l'absence de prescription et dans un troisième temps, auraient pris une décision qui aurait été contraire à leur intérêt vital, quoi. J'enlève le conditionnel. On pris la décision de, pour un simple trouble respiratoire, de traiter ce trouble respiratoire, cette prise en charge, le terme est à la fois hypocrite et pervers, la prise en charge des troubles respiratoires par un poison respiratoire qui donne la mort. C'est le traitement du trouble respiratoire par la mort. Et donc, je dispose d'un dossier où il est indiqué traitement de confort, morphine, Rivotril. Confort, c'est la mort. Voilà. C'est ça, dans la France du XXIe siècle, la France démocratique, la France des droits de l'homme, la France de Voltaire, c'est ça auquel on assiste. C'est grave, docteur, ça. Hein. Vous imaginez ce que Voltaire aurait dit. Imaginez. Hein. Alors moi, dans ma position d'une personne qui a consacré sa vie à essayer de sauver des gens, qui a consacré des week-ends et des nuits pour sauver des gens, je ne peux pas tolérer cela. C'était très, très clair. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait deux plaintes. Une plainte en Conseil d'État, avec à nouveau un référé pour faire suspendre et qui a été refusée, mais également la procédure court au fond, hein, et on peut terminer en Cour européenne des droits de l'homme, car il s'agit bien des droits de l'homme, hein, et ceci malheureusement interviendra beaucoup trop tard. Et puis, quand j'ai vu que j'étais retoqué en Conseil d'État, eh bien, j'ai attaqué en Cour de justice de la République le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de la Santé Véran, et avec les chefs d'homicide, de non-assistance à personne en danger et de mise en danger d'autrui. Bon, et là, vous avez été retoqué au niveau du Conseil d'État, auquel motif? Ils n'ont même pas envoyé au ministère de la Santé. C'est scandaleux. Si vous voulez, son avocat, Maître Bénager, c'est scandalisé. Et il faut savoir néanmoins que ces juges ne sont pas intouchables, ils sont mis en cause. C'est un problème administratif. Le Rivotril, c'est un problème administratif. C'est un problème derrière d'homicide. Il ne faut pas croire que le juge du Conseil d'État est irresponsable, n'est-ce pas, est mis en cause, parce qu'il y a derrière un problème pénal important. Bon, s'agissant du Cour de justice de la République, ils ont répondu que nous n'avons pas d'intérêt à agir puisque nous-mêmes, nous n'avions personne dans notre famille. Donc, nous partons donc au combat avec des dossiers qui sont très solides. Voilà. Donc, si votre journal peut, disons, encourager des familles à nous contacter. Donc maintenant, notre collectif s'appelle Familles détruites par le Rivotril. Disons, toutes ces familles seront bienvenues de venir vers nous. D'accord. Donc, on vous a débouté, on va dire, parce que vous-même n'aviez pas un intérêt à agir, parce que vous n'aviez pas votre propre famille qui avait été affectée par ce décret. Et en fait, vous regroupez ces familles qui voudraient se porter partie prenante dans cette plainte. Voilà. En tant que vous en seriez c'est ce que l'objet de votre association. Donc aujourd'hui, vous demandez, vous informez
ces parties qui voudraient se porter partie prenante de venir vous contacter. J'ai déjà des dossiers, donc évidemment, plus il y aura de dossiers, plus disons, l'action sera massive et plus elle sera disons, crédible et au fond aussi accablante. Et vous estimez le nombre de, on va dire, victimes à combien? C'est plusieurs milliers, n'est-ce pas? C'est plusieurs milliers. À Paris, vous aviez des escadrons d'infirmières qui allaient dans les EHPAD parce qu'il y a une responsabilité, il faudra déterminer par une plainte contrice qui a organisé ces groupes d'intervention rapide d'infirmières qui allaient semer l'euthanasie dans les EHPAD. Donc on avait, disons, au journal télévisé 30 morts en même temps dans une EHPAD à Paris. Bon, on ne se posait pas de questions, moi non plus. Au début, je ne me posais pas de questions. Puis très vite, je me suis rendu compte. D'accord. Juste une autre question. Est-ce que vous avez mis en cause la NSM dans vos procédures? Non, la NSM, vous savez, c'est ridiculisé à propos du plaquenil, puisqu'elle a rebondi tout de suite sur l'article faussaire de Lancet, d'ailleurs, le ministre Véran aussi. Bon, immédiatement, après cet article faussaire délirant, moi, je me suis tout de suite rendu compte que cet article était faux. Parce qu'ils avaient donné le plaquenil à des gens qui avaient des troubles cardiaques, des arythmies cardiaques. Alors que, disons, on ne doit pas le faire. Donc, j'ai immédiatement compris que cet article était un faux. Mais vous avez la NSM, le Haut Conseil de la Santé publique, le ministre de la Santé, qui ont immédiatement interdit le plaquenil sur la base de cet article faussaire. C'est quand même inadmissible. Je vais poser cette question. On n'a plus aucune crédibilité en France. D'ailleurs, on n'en parle plus pour le vaccin, n'est-ce pas? Elle est attaquée par un divers médecin, dont le professeur Raoult, en disons, pénal, que la NSM est terminée au niveau de sa crédibilité. En tout cas, avec le président actuel. On a annoncé hier qu'il avait démissionné. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne savais pas. Bon, bah, c'est très. C'est paru au journal officiel, je crois, aujourd'hui, ce matin. C'est très satisfaisant. Ça prouve que, bon, les choses avancent. D'accord. Écoutez, professeur Troyer, merci beaucoup de nous avoir reçus pour ce débriefing. Donc, juste, je rappelle que aujourd'hui, avec votre association pour les victimes du Rivotril, le collectif, c'est un groupe de malades. Bon, avec ce collectif, vous demandez, si jamais il y a des personnes qui veulent se joindre à votre action, de vous contacter. Et on vous remercie pour toutes ces précisions et surtout pour les actions que vous avez mises en place qui montrent que vous avez encore votre casquette de médecin après 60 ans, comme vous l'avez dit, de médecine. On vous remercie, on vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. On va suivre ces événements. Je suis très touché par votre accueil. Je trouve que vous faites également un très beau travail. J'ai lu l'article des docteurs Delépine dans votre journal, qui est également dans la même direction que notre action. Donc, vous faites un très bon travail et donc je suis très touché, très reconnaissant de votre accueil. Merci. Merci beaucoup, professeur, et puis bonne journée. Merci.